Rebonjour. Merci donc tout d'abord à BCI pour cette belle occasion de pouvoir donc vous présenter la Turquie. Aujourd'hui, on a une thématique assez spéciale donc qui est la Smart City, en fait, des technologies au service de la ville. Mais avant d'entrer donc dans le détail des opportunités particulières, je vais bien sûr un petit peu vous présenter la Turquie, essayer de resituer le contexte aujourd'hui. Donc un panorama rapide, général et économique. Non. On en parlait tout à l'heure, la Turquie aujourd'hui, sa position géographique, on ne sait pas parfois où la positionner. Est-ce que c'est un pays qui est en Europe? Est-ce que c'est un pays qui appartient plutôt au Moyen-Orient? On m'entend? Oui. Donc, ce qui est très important, par contre, c'est qu'elle a vraiment une position centrale. Et c'est un pont intercontinental. Aujourd'hui, la Turquie bénéficie beaucoup de cette position géostratégique, puisqu'elle se trouve donc aux portes de l'Europe, du Moyen-Orient, mais aussi de l'Afrique. Et on le voit de plus en plus dans les échanges commerciaux extérieurs de la Turquie, où elle devient vraiment de plus en plus un hub, une plateforme de production et de réexportation. Donc non seulement elle est proche en fait historiquement de l'Europe, en matière de temps aussi. Aujourd'hui, pour des entreprises qui traitent avec la Turquie, c'est assez simple. Vous êtes à 3 heures, 4 heures de vol en moyenne. Et vous avez donc accès non seulement, pas simplement à la demande intérieure en Turquie, mais de plus en plus à d'autres pays à partir de la Turquie. Et cette position fait aussi de la Turquie donc un allié majeur. Elle fait partie de beaucoup d'organisations internationales, de l'OMC, de l'OCDE, du G20, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Et surtout, ce qui est important à retenir pour les entreprises françaises, c'est qu'elle fait partie de l'Union douanière européenne depuis 1996. Donc en fait, vous exportez en Turquie comme vous exporteriez en Belgique, en Espagne, sans payer de droits de douane. Et c'est justement cette position qui fait que beaucoup de multinationales ont choisi la Turquie depuis très très longtemps pour y implanter donc soit leur siège, leur filiale de représentation, soit de production, pour non simplement fabriquer en Turquie, mais réexporter. Que ce soit dans donc beaucoup de secteurs. L'autre aspect aujourd'hui sur la Turquie qui est important à retenir, on entend beaucoup parler d'instabilité politique, etc. Mais en synthèse, quand on regarde un petit peu l'historique de la Turquie depuis le début des années 2000, c'est une économie résiliente. Donc oui, elle fait face à des crises intérieures mais aussi extérieures, du fait justement de cette position un petit peu qui est dans une région qui peut être parfois instable. Mais ce qui est important à voir, c'est que malgré tous ces aspects en fait fragilisants, la Turquie arrive à tenir donc une économie assez stable. Début donc des années 2010-2011, on a eu des croissances qui étaient presque à 10%. On a eu une chute en 2012, donc avec l'impact de la crise mondiale. Et puis donc 2013-2014 reprise. Et malheureusement 2015, ça a été aussi une année un petit peu compliquée pour la Turquie avec donc la tentative de coup d'État. Vous avez dû en entendre parler, qui a impacté sur 2016. Mais aujourd'hui, quand on regarde 2017, on voit une vraie reprise, donc avec au premier trimestre 5,2, deuxième trimestre 5,1. Aujourd'hui, la Turquie n'a pas encore déclaré les résultats officiels pour le Q3. Donc on est à des, Q4, on est à des estimations aussi autour de 7%, donc tout dépend, les prévisions, le FMI prévoit 5, par exemple, la Banque mondiale est autour de 6, donc on attend les résultats officiels. Mais on a eu donc une croissance assez spectaculaire de 11% au Q3 2017. L'économie repose beaucoup en Turquie sur les investissements directs étrangers. Donc ça, bonjour, c'est un aspect très important. La majorité des IDE aujourd'hui proviennent de l'Union européenne. Donc on a beau parler de crise diplomatique, etc. L'allié majeur reste encore l'Union européenne et on va le voir tout à l'heure, la France. Donc en 2016, je me base sur 2016 puisque nous n'avons pas encore les chiffres finalisés sur 2017. La Turquie reste quand même 4e en termes de dynamisme de croissance parmi les pays du G20. C'est la 18e économie mondiale et 7e économie européenne.
Et sa position parmi les pays émergents est aussi assez importante. Donc on a une croissance qui était autour d'un petit peu plus de 3% en 2016. Et en termes de parité de pouvoir d'achat aussi, c'est une économie donc avec un PIB qui croît. Donc la Turquie est assez prometteuse en matière d'économie. L'objectif pour la Turquie d'ici 2023, en fait, qui est le centenaire de sa République, c'est d'arriver à se positionner parmi les 10 premières économies. Alors elle importe beaucoup plus qu'elle exporte. La Turquie aujourd'hui a un déficit commercial, une balance commerciale déficitaire, hein, parce qu'elle est très dépendante notamment en matières premières, aussi en technologie. Elle a tendance en fait il y a eu une évolution, mais si on regarde un petit peu dans les années 90, la Turquie était un pays de sous-traitance. Petit à petit dans les années 2000, elle a commencé à fabriquer, produire elle-même, mais ça reste des produits à basse et moyenne valeur ajoutée. Vous avez bien sûr des technologies assez avancées, mais ça reste très faible dans les exportations de la Turquie. Quand on regarde aujourd'hui, la valeur de moyenne du kilo est autour de 1 $, 1,40 $, donc ce qui est très très bas. L'objectif est vraiment d'arriver à produire de la technologie. Je vous le disais tout à l'heure, donc la France reste un partenaire incontournable. C'est le 6e client de la Turquie et la Turquie est 10e client de la France. Donc les échanges sont assez importants, assez stables sur les années. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même plus de 400 entreprises françaises qui sont basées en Turquie et les Français aussi, les personnes françaises sont aujourd'hui la 9e communauté étrangère présente en Turquie. C'est vraiment une relation en fait historique qui fait qu'il y a ce partenariat privilégié. Je ne sais pas si vous le savez, en Turquie, vous avez beaucoup d'écoles françaises, francophones et françaises. Donc quand vous faites des affaires avec la Turquie, ne soyez pas surpris de tomber sur des personnes aussi qui sont francophones. Aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, nous avons 11 écoles, 4 lycées et une université française. Donc pour résumer un petit peu sur les atouts de la Turquie, pourquoi est-ce que c'est un pays incontournable aujourd'hui en matière d'économie et d'investissement? Donc sa position géographique, bien sûr, c'est une population de 80 millions d'habitants qui est jeune, donc vous avez non seulement une forte demande intérieure, mais vous avez un accès maintenant donc à d'autres pays et d'autres régions. C'est une économie résiliente et c'est surtout un pays avec des ambitions très fortes et des objectifs très forts, soutenus par l'État. Et donc vous avez un cadre d'investissement assez libéral et assez en fait facilitateur pour l'investisseur étranger, ce qui fait que donc les échanges sont facilités grâce aux accords avec l'Union européenne notamment. C'est un vaste marché en fait où il faut être présent aujourd'hui et vous verrez, c'est aussi un petit peu culturel en Turquie, l'accueil de l'étranger. Donc quand vous faites des affaires, c'est pas aussi compliqué, si vous voulez, vous n'avez pas autant de barrières que vous pourriez en avoir dans des pays où la culture et la langue est très très différente. Donc j'arrive donc aux technologies au service de la ville. Aujourd'hui, donc c'est notre sujet un petit peu. Bon, je suppose que vous savez tous ce que c'est qu'une Smart City. Je voulais simplement situer le contexte. Donc moi, personnellement, ça fait 2 ans en Turquie que j'entends beaucoup parler de Smart City, Smart City, Smart City. Donc par curiosité un petit peu, je me suis dit, d'accord, bon, ça me parle Smart City, mais qu'est-ce que c'est? En fait, quand on part, donc ce terme est arrivé est né en fait de constats majeurs au niveau mondial. Quand on regarde aujourd'hui, 50% de la population vit dans les villes. Et c'est 2% de l'espace mondial donc, que représentent les villes, et c'est 80% des émissions de CO2, avec des problèmes majeurs de circulation, d'habitat, etc. On va le voir, donc, en Turquie, ces enjeux sont encore plus importants. Et finalement, ce terme de Smart City, j'ai vu qu'il était né à l'initiative d'IBM. C'était un petit peu un terme marketing dans les années 90. Et aujourd'hui, il est communément accepté. Donc, on a parlé de ville durable, écologique, connectée, etc. Aujourd'hui, donc, on parle de ville intelligente. En fait, c'est une ville où le confort, le bien-être doit être présent, et ce qui doit être fait grâce à des technologies nouvelles, de technologies digitales, en fait, faciliter la vie, le quotidien du citoyen. Et aujourd'hui, donc, il y a 6 axes majeurs qui ont été définis à partir de plusieurs recherches. Vous avez notamment donc, la route Boyd-Cohen, le Quasar de Frost & Sullivan, qui est une entreprise de consulting qui a été une des pionnières à faire des recherches là-dessus. 6 axes majeurs ont été définis, donc notamment le transport, avec des sous-axes en dessous, tout ce qui concerne l'éducation, la société, donc la participation du citoyen, la qualité de vie bien sûr, donc la santé, l'éducation et aussi la sécurité dans la ville, toute la partie
partie donc environnement avec les bâtiments qui doivent être intelligents, la gouvernance aussi qui doit être intelligente, donc avec un échange entre la gouvernance et le citoyen, avec un accès plus facilité donc aux informations. L'économie, bien sûr, l'entreprise aussi, l'industrie doit être intelligente. Donc on doit avoir en fait ces 6 axes pour pouvoir dire qu'une ville est totalement intelligente. Alors, idem, j'entends beaucoup parler de nouvelles technologies. Alors vous êtes plus dans le métier, donc peut-être que ça vous parle. Moi, les premières fois que j'entendais parler de big data, cloud, etc., j'ai beau être de la génération Y, je connais bien Internet, etc., mais au départ, ça me paraissait assez aliénant. Alors, la génération Z est née dedans. Eux, par contre, ne connaissent pas tout ce qui est disquette et cassette. Mais quand on regarde, en fait, aujourd'hui, donc pour parler de solutions intelligentes, de villes intelligentes, on voit apparaître donc des notions un petit peu de stockage de données en cloud. On parle d'analyse de volume important de données dans le big data, on parle de plus en plus de technologies mobiles, maintenant vous avez tout ce qui est wearable aussi, donc les montres connectées, etc. Et l'idée, donc avec au cœur Internet, en fait, c'est d'avoir de plus en plus une société complètement connectée, le citoyen, la ville, l'entreprise. Donc, pour la Turquie, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un potentiel en termes de Smart City? Oui, la première chose, c'est que c'est un pays qui est très fortement urbanisé, donc 78% de la population urbanisée. Si vous regardez la carte en fait, géospatiale de la Turquie, aujourd'hui, on a une vraie instabilité, enfin un déséquilibre entre l'ouest et l'est. Donc historiquement, ça a toujours été comme ça. L'est migre toujours vers l'ouest. Istanbul, par exemple, qui est la capitale économique et culturelle et qui est à cheval sur 2 continents, c'est une ville qui attire toujours des migrations, des flux de migration internes, et surtout maintenant de plus en plus aussi les migrations. Par exemple, il y a eu beaucoup de réfugiés ces dernières années, 2015-2016, donc 3 millions de réfugiés qui sont arrivés en Turquie. On voit apparaître quand même des problématiques majeures dans les villes. Vous avez, si je prends juste l'exemple d'Istanbul, c'est la 6e ville la plus encombrée au monde, sur plus de 300 villes. Avec donc une densité qui est au-dessus de 100, une densité moyenne sur la Turquie qui est au-dessus de 100 habitants par kilomètre carré. Et on voit bien, hein, donc le taux d'urbanisation est beaucoup plus élevé à l'ouest. Et aujourd'hui, on compte 20 villes déjà qui ont plus d'1 million d'habitants. Donc tout ça, ça veut dire bien sûr des nouveaux besoins en infrastructure, en transport, en bâtiment. La deuxième chose, c'est que la Turquie, cette population fortement urbanisée et jeune, elle est très connectée aussi. Donc vous avez en fait une base qui est prête. 31 ans d'âge moyen, des gens qui sont très friands de technologies, que ce soit donc Internet, réseaux sociaux, tout ce qui est mobile. Les Turcs passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils achètent en ligne, donc tout se fait maintenant en fait sur smartphone. Quand on regarde au niveau mondial, ils sont 17e utilisateurs Internet, donc vous avez 48 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui, très connectés, que ce soit sur donc, des plateformes et des réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi un potentiel en fait, pour la Turquie, pour vous montrer que la population est prête aujourd'hui à accueillir les technologies. Bien sûr, ce n'est pas que la population qui tire. Vous avez un secteur quand même des TIC, donc technologie de l'information et de la communication, qui est développé, qui a encore beaucoup à faire, puisque c'est 1% du marché mondial si on regarde aujourd'hui, mais en l'espace de 4-5 ans, le secteur a doublé. Et aujourd'hui, la Turquie est donc investie fortement, elle est 70e en index de développement TIC. Vous avez beaucoup de centres de R&D, que ce soit dans les universités ou l'Institut de recherche turc, qui investissent beaucoup là-dessus. Vous avez des acteurs majeurs, donc aujourd'hui par exemple Turk Telecom, qui est en fait l'équivalent de France Télécom, qui construit le réseau de fibres sous-marin de toute l'Europe, avec un consortium d'acteurs européens. Donc voilà, il y a une base qui est prête en termes de technologie, de population, et il y a des villes qui ont des besoins importants. Aussi, ce qui est important de mentionner, ce qui facilite un petit peu aujourd'hui l'arrivée du concept de Smart City, c'est les ambitions de l'État. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en fait, 2023, ça va être le centenaire de la République turque. Et la Turquie, le gouvernement turc a fixé des objectifs assez précis pour 2023. Alors je ne sais pas si on va arriver à tous les tenir, parce qu'on a des projets qui sont quand même assez importants. Mais en fait, ce plan économique, social, politique, en fait, sur tous les aspects de la vie,
fixe par exemple des secteurs stratégiques, donc qui sont vraiment prioritaires à développer. Et dans ces top 3 priorités, nous avons les transports, l'énergie, la santé notamment, beaucoup d'autres secteurs comme la défense, etc. Mais aujourd'hui, notre focus, ça va être transport, énergie, santé, parce que c'est vraiment, ça s'intègre en fait dans la notion de Smart City. Donc les méga projets que j'ai cités tout à l'heure, que j'ai évoqués tout à l'heure, vous avez sûrement entendu parler du canal Istanbul, donc le projet fou qui va arriver. Donc on a lancé les bases en 2017. Donc très récemment, en fait, le président a déclaré les différentes caractéristiques. Je vais faire un zoom dessus sur la prochaine slide. Aujourd'hui, quand on regarde des projets comme le Marmara auxquels personne ne croyait, aujourd'hui, vous avez déjà 1 million de passagers par jour qui utilisent le Marmara. Et en fait, c'est un métro sous-marin donc qui relie les deux rives d'Istanbul, Europe, Asie, en passant sous la mer. Le troisième pont, qui était également donc, un projet très attendu, a été lancé. Si on regarde sur la totalité, donc, la majorité des investissements sont quand même faits dans la ville d'Istanbul aujourd'hui, qui concentre 20% de la population. Et dans les projets à venir, donc, pour faire la liaison avec la ville intelligente, le canal Istanbul, c'est un projet en fait qui n'est pas nouveau. C'est un projet déjà qui avait été évoqué à l'époque ottomane. Et en fait, le nouveau gouvernement a repris ce projet. L'idée aujourd'hui, vous avez donc, ça c'est le canal artificiel. Aujourd'hui, vous avez donc le Bosphore ici, donc côté Europe, côté Asie. Et le souci, c'est que ce Bosphore est très étroit. Vous avez parfois simplement 2 km de largeur entre les deux rives, et vous avez des habitats tout le long. Et les bateaux attendent des jours et des jours. En fait, il y a tout le commerce maritime qui passe par là, donc qui va sur la mer Noire, qui va desservir d'autres pays en passant par le Bosphore. Et si vous voulez, il y a eu des accidents majeurs quand même, où des grosses cargaisons sont entrées sur la côte, etc. Donc il y a vraiment un souci de sécurité. Il y a aussi un souci majeur de faciliter le commerce maritime en fait ici. Donc l'idée, c'est de créer un canal artificiel. Et ça va créer un îlot en fait au milieu. Donc je ne sais plus est-ce qu'on va pouvoir parler d'Europe, d'Asie, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc vous allez avoir un îlot au milieu, et pour cet îlot, les objectifs sont déjà, on parle de ville intelligente. Donc il faut là, les dernières caractéristiques qui ont été par exemple lancées, c'est pas plus de 6 étages en construction, pas de structure en verre, tout doit être résistant donc, par rapport au risque sismique. Il doit y avoir une consommation d'énergie fortement réduite, tout ce qui concerne la circulation routière, etc. Donc ça va être des bus hybrides, des arrêts, des intersections intelligentes, etc. Donc ça va un petit peu être comme une ville pilote, si vous voulez, ce petit îlot créé avec le canal Istanbul. Alors en bref, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de ville intelligente en Turquie? On n'a pas une ville intelligente déjà finalisée, mais on a beaucoup avancé en fait depuis très récemment, en 2015. Le concept, la notion de Smart City est déjà arrivée en Turquie dans les années 2000. Il y a eu des essais, mais qui ont été abandonnés. Et depuis 2015, il y a un démarrage beaucoup plus actif, où là, on voit le gouvernement, les acteurs majeurs qui parlent de rattraper le train de l'industrie 4, de la ville intelligente, et comme quoi c'est vraiment un enjeu majeur pour la Turquie. Donc on a déjà 4 Living Labs en fait, qui sont approuvés par le réseau européen des Living Labs. Vous avez une ville pilote à l'échelle européenne qui fait partie du projet donc Remo Urban. Et l'objectif 2023, en fait, basé sur l'état des lieux fait par Frost et Sullivan, c'est d'avoir 8 villes durables. Et la Turquie ambitionne d'avoir une ville intelligente d'ici 2023. Et c'est quand même, quand on regarde en termes de smart grid, etc., c'est un pays qui est 12e mondial en investissement. Et donc, historiquement, ça a démarré très fortement en 2015. En 2016, il y a eu beaucoup de concrétisation. Donc, il y a eu un état des lieux. En fait, c'est donc Vodafone, je crois que c'est donc Vodafone, Innova, l'Institut, la Fondation de technologie de Turquie, qui ont donc fait des enquêtes auprès de plusieurs mairies, des citoyens urbains, pour tracer en fait un guide, une guideline pour tout ce qui doit être fait en matière de ville intelligente. La Turquie donc, fait partie de projets européens comme l'Horizon 2020 et touche des subventions sur ces villes pilotes, on va le voir tout à l'heure. Il y a eu un cadre réglementaire aussi en 2016 qui a été donc mis en place pour fixer des lois spécifiques concernant tout ce qui est technologie dans la ville. Et aujourd'hui, donc, il y a plusieurs petits projets, des projets pilotes dans plusieurs villes. De manière générale, si on regarde
les applications sur lesquelles la Turquie est la plus avancée, je dirais que c'est vraiment la partie gouvernance. C'est assez surprenant, mais sur la partie gouvernance, la Turquie a été pionnière dans les applications intelligentes. Elle a été choisie très récemment, donc en 2017, première par la communauté européenne en nombre d'applications e-gouvernement en fait, sur 34 pays. Donc vous avez la majorité des ministères qui ont leur plateforme en ligne. Aujourd'hui, donc tout ce qui est rendez-vous médecin, consulat, passeport, tout se fait en ligne. Tout ce qui est demande de papier comme d'état civil, acte d'état civil, etc. Donc tout se fait en ligne. Vous avez la possibilité, par exemple, de suivre votre casier judiciaire, de voir si vous avez des impôts non payés, si vous avez une propriété qui vous appartient quelque part, etc. Tout est faisable en ligne. Et donc, niveau national, mais important aussi, puisque tout à l'heure, on va faire un zoom sur les mairies, le taux de digitalisation des mairies aujourd'hui est à 55%. Donc, un peu moins que l'échelle nationale. Deuxième domaine sur lequel la Turquie est déjà bien avancée en applications intelligentes, c'est les transports et la mobilité. Alors, ça reste quand même des applications par-ci, par-là, en fait. On n'a pas encore une ville complètement où le transport et la mobilité est complètement connecté. Mais il y a des essais un petit peu partout. Donc, si on regarde dans la majorité des villes aujourd'hui, donc c'est la carte, vous payez avec la carte électronique. Vous avez des bornes de recharge de plus en plus, donc pour les personnes à mobilité réduite. Et surtout, la première application, je dirais, en Turquie, ça a été l'arrêt des péages. Les péages avec une personne, en fait, c'est depuis fin des années 90, début 2000, les péages n'existaient déjà plus en Turquie. Vous avez une vignette devant la voiture, en fait, qui vous permet de passer automatiquement, et donc ça vous enlève du crédit, vous payez automatiquement. Aujourd'hui, à Istanbul, ils ont enlevé aussi ce système et mis directement des caméras maintenant qui font de la lecture de plaques et qui font de la lecture de vitesse moyenne. Et l'objectif, c'est d'arriver à placer ce nouveau système un petit peu partout sur les grandes artères et dans les grandes mégalopoles. Donc vous avez d'autres applications sur téléphone, vous pouvez regarder la circulation, l'encombrement, votre bus, les arrêts intelligents, etc. Et, ah oui, important, je voulais parler, en fait, faire un petit zoom sur İSBAK. İSBAK, c'est la société anonyme privée qui a été créée par la municipalité, la grande municipalité d'Istanbul. Et c'est un exemple assez important parce qu'en fait, ce İSBAK a été créé pour non seulement faciliter toutes les procédures d'appel d'offres, donc c'est une entreprise privée maintenant qui s'occupe de mettre tous les projets en place, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et vous n'avez pas besoin de passer par la municipalité, donc le domaine public, pour pouvoir vendre en fait vos solutions à la ville d'Istanbul. Et donc İSBAK est un exemple majeur qui maintenant n'est pas que sur Istanbul d'ailleurs, qui prend aussi des projets dans d'autres villes. La santé, c'est un autre domaine où la Turquie est très avancée. Alors, la raison principale, je dirais, c'est que la Turquie est une destination tourisme médical aujourd'hui. L'objectif, elle est déjà dans le top 10. L'objectif, c'est de devenir deuxième mondial, donc d'ici 2023, toujours notre objectif du centenaire. Et donc, on voit non seulement une volonté de l'État de diminuer en fait l'utilisation de papier et d'automatiser au maximum les hôpitaux pour avoir des hôpitaux modernes, mais aussi de faciliter l'accès en fait des patients à la santé. Donc début des années 2000, il y a tout le système de remboursement et d'accès aux soins qui a été restructuré, qui a été beaucoup plus simplifié. Et aujourd'hui, pareil, comme je l'évoquais tout à l'heure pour la partie gouvernement, vous pouvez donc avoir vos rendez-vous en ligne, consulter votre dossier patient, avoir des ordonnances en ligne. Quand vous allez aujourd'hui dans les hôpitaux, vous avez plus juste un QR code en fait qui vous fait tout le suivi, donc vous n'avez plus besoin de papier, etc., de printer vos radiographies, etc. De plus en plus, maintenant, on voit aussi des acteurs turcs qui lancent des applications donc, au service des hôpitaux. Par exemple, donc, il y a une plateforme qui permet de qualifier du personnel aide-soignant à la maison. Vous avez le QR code diabète en fait, qui est mis sur les produits alimentaires pour permettre aux patients de calculer le taux de glycémie, etc. Des applications au service des patients Alzheimer, etc. Donc il y a plein de petites applications qui sont lancées en matière de santé également. Donc, Istanbul, ça reste quand même aujourd'hui, je dirais, la ville
la plus importante en Turquie. C'est 15 millions officiellement, mais non officiellement, je dirais qu'on est à 18 millions d'habitants déjà. C'est donc la ville la plus encombrée de Turquie. Quand on regarde en termes d'applications intelligentes, forcément c'est une des villes pionnières, que ce soit au niveau du transport, mais aussi au niveau d'applications par exemple pour le tourisme ou de Citizen 360 en fait, qui vous permet de découvrir par exemple des quartiers, etc. Vous avez aussi beaucoup plus d'applications en ligne par la municipalité, donc beaucoup aussi de bornes, d'arrêts intelligents, etc. Et beaucoup d'applications aussi mobiles sur téléphone qui vous permettent en fait de faciliter la vie dans la ville. Ankara, qui est la capitale du pays, capitale politique, c'est aussi une ville importante en matière de lancement d'applications intelligentes. Aujourd'hui, on voit donc également en termes de transport, de plus en plus aussi tout ce qui est mise en place de compteurs intelligents, etc. Ankara est aussi une ville importante. Elle est 60e aussi, donc ville plus encombrée, toujours sur 300 et plus pays. Et donc on voit par exemple au niveau des péages automatisés, l'information voyageurs ou des arrêts intelligents qui commencent à être mis en place. Et l'importance maintenant, Ankara, il y a en fait un peu une course entre les villes aussi pour parler de villes intelligentes. Donc elles vont accueillir, par exemple Ankara a accueilli le sommet mondial de la Smart City organisé par Londres en 2017. Donc on sent vraiment cette concurrence entre les villes pour qui va être la plus intelligente le plus rapidement possible. Izmir, qui est une ville très importante aussi, donc située au sud de la Turquie, sur la région Égée, qui concentre donc presque 4 millions d'habitants. C'est une ville beaucoup plus avancée. C'est la ville en fait du système intelligent pour l'eau. Donc il y a eu des systèmes SCADA centralisés partout dans la ville. C'est la première ville aussi qui a lancé une radio d'urgence, donc qui fonctionne en cas de désastre, etc. Qui a commencé aussi à mettre en place des intersections, des arrêts intelligents. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de concentration sur le transport. Les applications aujourd'hui concernent beaucoup le transport. Et Eskişehir, donc tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une ville qui avait été choisie pilote à l'échelle européenne. Eskişehir en fait a été choisie donc avec Nottingham et Valladolid en Espagne pour donc mettre en place des applications intelligentes. Le projet a été lancé je crois en 2015 et donc sera livré en 2019. En fait, Eskişehir, c'est une ville universitaire qui est comparée un petit peu à la petite Amsterdam de Turquie. Et un district entier, donc Tepebaşı, a été choisi. L'objectif ultime ici, c'est plutôt de voir la réduction d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Et les applications qui sont en cours, c'est tout ce qui concerne les bâtiments, les pistes cyclables, donc les bus électriques, les taxis hybrides, etc. Et aussi également, c'est la plateforme de City on Cloud, donc vous pouvez avoir accès à de nombreuses informations. Pour finir sur les différentes villes, Konya aussi est une ville importante. Alors là, c'est plutôt le secteur privé qui a entrepris en fait de mettre en place tout le réseau de fibres et des différentes applications. Donc c'est Turk Telecom et Innova qui sont les deux acteurs ici qui ont décidé de faire des essais pilotes sur la ville de Konya. Et là, c'est un département entier qui a été pris donc, pour mettre en place ces applications. Donc, on va faire un zoom maintenant sur l'état vraiment actuel des lieux. Qu'est-ce qui se passe auprès des mairies? Comme je vous le disais, en 2016, il y a eu vraiment une recherche, une map qui a été tracée pour voir où en est la Turquie, où en sont les municipalités aujourd'hui en termes d'applications intelligentes et qu'est-ce qu'elles comptent, qu'est-ce qu'elles prévoient de mettre en place. Alors, juste pour vous resituer le contexte, en Turquie, donc on a 81 provinces. C'est 81 villes qui sont divisées aussi en différents districts. Et donc au total, vous avez 30 grandes mégalopoles qui ont donc 30 grandes mégalopoles plus les mairies plus les mairies des districts. Donc ça fait à peu près 1400 mairies en Turquie.
Les recherches ont été faites en fait avec 30 mégalopoles et 10 distributeurs d'électricité d'eau les plus importants de Turquie. Et quand on regarde sur le transport, je vous le disais, c'est une priorité non seulement à l'échelle nationale, mais c'est une priorité aussi au niveau des municipalités qui y consacrent 36% donc des investissements en applications intelligentes, solutions intelligentes, donc ça représente 22% des solutions qui sont mises et qui vont être mises en place. Et c'est normal parce qu'en fait, l'attente majeure des citoyens aujourd'hui concerne le transport en commun. Donc, quand on parle de transport, c'est vraiment des projets énormes à l'échelle nationale. Le ferroviaire aujourd'hui est une priorité numéro 1 en Turquie, que ce soit en grande ligne, donc construction, non pas seulement d'infrastructures, mais matériel roulant, etc., mais aussi aérien, donc routier. La Turquie construit. Et en termes de ville aussi, vous avez un focus très important sur tout ce qui est donc ferré, les métros, les tramways, funiculaires, aussi les téléphériques. Tout ça donc pour désencombrer un petit peu la circulation routière qui existe en Turquie. Et si on regarde aujourd'hui les applications, il y a une majorité des mairies qui se concentrent sur la gestion de flotte, donc beaucoup plus concentré gestion circulation, paiement électrique aussi, mais qui reste beaucoup d'applications qui restent encore à mettre en place. Alors quelles sont les opportunités pour des entreprises bretonnes qui souhaiteraient donc arriver en Turquie sur les transports avec des applications intelligentes? Comme je vous le disais, il y a des projets qui sont très très importants, donc pas seulement au niveau national, mais au niveau des mairies. Les ambitions de Smart City qui sont fixées. La Turquie vraiment a besoin et ouvre les portes aux technologies, donc les technologies et le savoir-faire est très bien accueilli en Turquie. Pour vous donner un exemple aujourd'hui sur le ferroviaire, ce n'est pas que du matériel, de l'équipement, mais c'est aussi du conseil, de la formation. Aujourd'hui, les chemins de fer turcs, par exemple, travaillent avec une filiale de la SNCF que nous accompagnons pour tout ce qui est en fait conseil, formation, etc. en matière de recherche et de technologie. Donc, je vous laisse lire un petit peu, mais c'est tout ce qui concerne la surveillance, les caméras intelligentes, la signalisation. Donc on parle de hardware et de software. On parle aussi de tout ce qui est donc simulation, comme je vous disais, formation, conseil, toutes les nouvelles technologies au service du transport. Alors l'énergie, c'est la priorité numéro 2. Même numéro 1, en fait, elles sont toutes au même niveau. Pourquoi l'énergie est importante? Aujourd'hui, la Turquie est très dépendante. Elle importe 80% de son énergie, donc gaz naturel, pétrole, et elle a un vrai potentiel en termes d'énergie renouvelable. C'est un pays qui bénéficie d'une durée d'ensoleillement qui est très importante. Elle a un potentiel éolien aussi très important. Donc pareil, des projets à l'échelle nationale ont été lancés. Vous avez peut-être entendu parler des 3 centrales nucléaires qui vont être construites en Turquie. Donc l'idée ici vraiment c'est de réduire cette dépendance et pouvoir être autonome et mieux gérer son énergie pour la Turquie. Et c'est très important dans le cas des villes, parce que quand on voit que c'est tout l'Ouest en fait qui consomme 80% de l'énergie du pays, il faut donc pouvoir équilibrer tout ça. Donc je ne vous cite pas les chiffres, vous avez les chiffres à l'écran, mais c'est donc 18% des solutions intelligentes prévues. Et aujourd'hui, sur les 40 municipalités, encore une fois, on voit quand même que beaucoup n'ont rien mis en place. Donc les premiers systèmes aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui est donc compteur intelligent, système tous les réseaux smart grid, ça c'est très développé. Petit à petit, il y a des villes qui commencent à mettre de l'éclairage LED automatique, etc. en ville. Et puis donc du paiement électronique, etc. Distribution de gaz, par exemple, il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est un secteur aussi où vous avez de nombreuses opportunités. Donc des opportunités qui se basent encore une fois sur les projets, les ambitions de la Turquie, cette volonté, en fait, ces investissements très élevés en smart grid. Et ici, encore une fois, c'est pas simplement de l'équipement et du matériel, mais c'est aussi aide à la décision, donc conseil réglementaire également, tout ce qui concerne la cybersécurité. Vous avez un acteur majeur qui est donc TH, distributeur d'électricité en Turquie, que vous pouvez approcher si vous avez des solutions intelligentes. Et donc tout ce qui est bien sûr pas simplement production d'énergie, mais toute la prévention, le stockage, comment détecter les fuites, etc. Et vraiment essayer de consommer au mieux l'énergie de manière intelligente. L'eau, c'est aussi donc 32% des investissements des municipalités, c'est
un petit peu plus développée, je dirais, en solutions intelligentes que l'électricité. Vous avez donc la ville d'Izmir, par exemple, mais aussi Istanbul, qui ont maintenant des systèmes SCADA qui sont très très avancés, mais ça reste concentré dans le compteur. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour toute la partie détection, consommation, mais aussi donc par exemple épuration. Aujourd'hui, quand on regarde en 2016, sur donc voilà 1397 mairies au total sur le pays, il y a eu quand même presque 6 milliards de mètres cubes d'eau qui ont été consommés, et aujourd'hui ça reste épuré par des méthodes conventionnelles. Et la Turquie, quand on regarde la carte, elle est quand même entourée de mer à 3/4. Elle bénéficie de richesses naturelles en eau douce aussi également. C'est très peu exploité. Aujourd'hui, on voit quand même que c'est la majeure source d'eau, c'est les barrages. Donc ici, pour justement médier à ça, en 2017, il y a eu une vraie conscience qui a été prise au niveau de l'eau. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la Turquie n'avait pas vraiment de problème d'eau. Elle se disait, on a nos mers, on a nos eaux douces, on a de la pluie. Maintenant, avec les changements climatiques, etc., en gros, on est en janvier, il n'a pas neigé en Turquie. Tout est en train de changer. L'eau, on a de moins en moins de pluie. Donc, la conscience commence à monter en disant, OK, il va falloir prévoir, il va falloir stocker un peu mieux l'eau. Donc ici, les opportunités, pareil, pour tout ce qui concerne la gestion, une meilleure gestion, mais aussi tout ce qui est donc tracking de la qualité, mettre en place des infrastructures intelligentes, donc pas simplement des compteurs SCADA, etc., mais vraiment comment en fait réutiliser l'eau. Par exemple, l'eau de pluie, ça reste très limité. Dans les industries maintenant, vous avez parfois des zones industrielles organisées qui vous imposent ça, d'avoir un système de récupération d'eau de pluie, etc. Mais dans les villes, ça reste très très limité. En bâtiment, c'est un chantier énorme, la Turquie. Vous avez non seulement depuis 10-15 ans, le secteur de la construction, en fait, c'est un secteur locomotif qui enregistre 10-15% de croissance annuelle. Et la majorité reste concentrée sur les résidentiels. Pourquoi le résidentiel? Mais encore une fois, gros problème de population. Donc si on prend la ville d'Istanbul, où est-ce qu'on va placer tous ces gens? On a un taux de natalité qui reste de 2 en moyenne, une croissance 1,34% par an, et puis des gens qui affluent tous les jours. Donc je vous disais, on parle de 14-15 officiellement, mais on est presque à 18 millions. Et il y a vraiment des enjeux majeurs. Ça devient même invivable parfois. Donc, le gouvernement a lancé le projet de transformation urbaine en 2011. En fait, ce projet, ce n'est pas simplement dû à la population croissante, mais c'est aussi dû au risque sismique de la Turquie. Alors peut-être que vous le savez, la Turquie à 70%, elle est dans une zone à risque 1 et 2. Et en 99, il y a eu un très grand tremblement de terre qui a dévasté toute la côte Marmara, donc avec Istanbul et d'autres villes. Et il y a eu une vraie prise de conscience là-dessus, où il va falloir revoir tous les bâtiments, les vieux bâtiments d'avant 2000, en fait, qui sont pas aux normes. Donc il y a tout un travail de reconstruction, mais aussi de nouvelles constructions. Et en fait, quand on évalue le besoin aujourd'hui de la Turquie, on est autour de 700 000, 800 000 logements par an. Donc, à cet effet, il y a une entreprise spéciale qui a été créée, TOKİ, qui au départ devait mettre en place en fait des bâtiments, donc plutôt des bâtiments sociaux en fait, donc beaucoup plus accessibles, etc., pour rapidement combler en fait ce besoin. Et aujourd'hui, c'est plus que du résidentiel, c'est aussi tout ce qui est hôpitaux. Je vous disais tout à l'heure, le focus santé est très important en Turquie. On parle de ville-hôpital. Aujourd'hui, vous avez quand même des complexes énormes. On parle de plus de 3000, 4000 lits. C'est 31-32 projets qui sont faits en public-privé, qui aussi redessinent en fait un petit peu le paysage de la ville, puisque les anciens hôpitaux qui sont au centre sont mis à l'extérieur. Et vous avez aussi tout le paysage tertiaire qui change. La Turquie construit beaucoup de centres commerciaux, beaucoup de maintenant résidences mixtes. On parle de bureaux et d'habitat, donc pour un petit peu créer, si vous voulez, des villes dans la ville qui sont beaucoup plus faciles à vivre, où l'habitant va avoir en fait son lieu de travail, sa maison, une certaine qualité de vie, et donc vous avez toute une transformation du paysage des villes. Et donc en bâtiment, ici en bâtiment,
les opportunités, il ne faut pas les voir en termes de matériaux de construction, etc. On parle toujours de technologie. Les Turcs sont très très bons. Vous le savez, vous travaillez avec une entreprise, une très grande entreprise de construction. Ils sont, je crois qu'il y a 30 entreprises turques qui sont parmi les 200 plus grandes mondiales. Ils sont troisième constructeur après la Chine et les États-Unis. Donc les Turcs sont très bons en termes de savoir-faire de construction. Mais par contre, aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin? C'est de plus en plus de technologies intelligentes. On entend parler, mais ça reste encore un mythe. C'est dans des très grandes résidences où vous avez, avec votre téléphone portable, vous pouvez allumer le four avant d'arriver chez vous, etc. Donc on parle d'objets connectés, mais aussi, surtout, toute la partie comment, encore une fois, réduire la consommation d'énergie, comment augmenter la sécurité des bâtiments. Aujourd'hui, il y a un vrai problème sur tout ce qui est isolation en Turquie. Donc on parle de sécurité sismique, mais aussi tout ce qui est incendie, la surveillance aussi, donc de plus en plus des résidences qui sont beaucoup plus sécurisées, sont construites en Turquie. Donc vous avez, on peut en fait ici parler de toutes les opportunités dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est caméras de surveillance, cybersécurité, objets connectés, etc. Enfin sur le reste, donc on a vraiment 4 grandes priorités, enfin 4 grands axes majeurs où aujourd'hui on voit que ça bouge en termes de villes intelligentes. On a parlé de transport, d'énergie, de bâtiments. Et quand on regarde aujourd'hui les autres applications, donc c'est classé dans autres parce que ça reste encore minime, tout ce qui concerne la culture, le tourisme, etc. Vous avez les municipalités qui ont déjà mis en place des applications, mais ça reste limité. Donc il y a aussi pas mal de choses à faire ici, donc notamment sur la culture par exemple, de plus en plus vous avez les applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Ça c'est aussi au service du bâtiment. Vous avez de plus en plus de constructeurs qui vont utiliser des applications de réalité augmentée pour promouvoir par exemple, mais aussi donc tout ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, les non-voyants. Vous avez de plus en plus donc d'applications pour faciliter vraiment l'accès de tous dans ces villes qui commencent à boomer et qui sont de plus en plus difficiles à vivre. Si on fait une synthèse sur tout ça, aujourd'hui, il y a des enjeux majeurs en Turquie. Et surtout, je vais commencer par le négatif. Il y a un développement sans planification. Donc, la Turquie a besoin de mettre beaucoup de choses en place. La population grandit, les villes bougent. Il n'y a pas forcément aussi la possibilité de faire tout ça d'une manière planifiée. Donc, il y a un manque de coordination et de vision long terme. Et le risque aujourd'hui qui commence à apparaître, donc beaucoup d'acteurs privés parlent de ça, c'est d'avoir une poubelle technologique entre guillemets. Donc, on va avoir des applications un petit peu partout, mais si tout ça n'est pas coordonné, et si tout ça n'est pas planifié sur du long terme, avoir un arrêt intelligent quelque part et quelques applications par-ci par-là, ce ne sera pas une vraie solution au cas où en fait, qui attend les villes. Donc les opportunités aujourd'hui pour les entreprises qui sont déjà avancées dans ce domaine et dont la Turquie donc, a besoin de ce savoir-faire déjà prêt, c'est que vous avez une forte demande intérieure. Vous avez tous ces besoins croissants, vous avez des méga projets, donc ce n'est pas simplement en termes de ville qu'il faut le voir, c'est vraiment à l'échelle nationale. Et surtout, vous avez une vraie volonté du gouvernement turc de faire bouger les choses. Et je vais donc arriver en fait sur un exemple qui illustre très bien cette volonté, c'est que vous avez les autorités, les autorités au plus haut en fait, qui viennent vous chercher directement si elles pensent que vous avez un savoir-faire qui va apporter quelque chose à la Turquie. Et dans notre cas, nous avons eu la chance d'accompagner une entreprise belge qui s'appelle MAC, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des solutions en fait, de surveillance donc, de caméras intelligentes, qui fait de la lecture de plaques, vitesse moyenne, qui est connectée, c'est très très large. Mais pour la Turquie, au départ, on est parti sur plutôt les projets, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait tout ce qui est surveillance électronique. Et donc, nous avons simplement réalisé une étude pour cette entreprise et fait un peu de prescription. On est allé voir des intégrateurs, des distributeurs potentiels, comme par exemple Isbag dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à peine 5-6 mois après cet accompagnement, l'entreprise a accueilli en Belgique directement une des entreprises que nous avions approchées qui s'est portée candidat pour être distributeur et qui avait préparé avec l'Institut des standards en Turquie, qui est allé directement chercher
chez Mac en fait, pour lui dire aujourd'hui on va homologuer tes caméras, donc ce sont les premières à être homologuées en Turquie et ce seront celles qui seront installées sur tous les projets à venir. Donc c'est très important vraiment pour illustrer ce besoin de la Turquie. Effectivement, ça peut être parfois compliqué d'approcher ces acteurs. On a beau dire, effectivement, bon, bah, on est proche de l'Europe, il n'y a pas de barrière linguistique, etc. Mais il y a toujours des petites nuances culturelles où vous avez donc besoin vraiment de bien préparer votre stratégie au départ, d'approcher les bons acteurs. Et après, je dirais que c'est assez facile au final d'arriver à entrer sur le marché turc. Donc très rapidement, les généralités concernant les modes d'entrée. Bon, si je commence par les clichés, les Turcs accordent beaucoup d'importance au relationnel. Comme je vous le disais, c'est effectivement très important de savoir par où entrer sur le marché turc et d'entretenir un bon relationnel, que ce soit avec vos clients, vos distributeurs. Aujourd'hui, le cadre, il est très attractif. Si vous voulez investir en Turquie, là je parle vraiment d'un investissement industriel, en fait greenfield, vous avez beaucoup d'incitations qui sont mises en place à la fois pour les locaux, mais aussi pour les étrangers. Donc vous avez les mêmes droits. Vous avez des incitations comme par exemple sur, vous ne payez pas la TVA, sur les machines importées, vous avez des aides sur la part de l'employeur, dans la sécurité sociale, etc. Vous avez des aides assez précises par secteur d'investissement. Et surtout, donc, vous avez un cadre quand même qui est très libéral en Turquie, qui est harmonisé aujourd'hui. Toutes les réglementations sont du copy-paste des réglementations européennes. Donc vous n'êtes pas dépaysé là-dessus. Elle fait partie de l'union douanière, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour exporter, c'est assez simple. Et aujourd'hui, en termes de risques, bien sûr, il y a des risques. On est dans un pays qui est donc non seulement, de par sa position géographique, fait face à des conflits, et c'est donc le risque de violence politique est de 4 sur 7. Vous avez aussi des pratiques assez spécifiques à la Turquie, je dirais, le paiement par chèque ou par traite, c'est pas des chèques comme on connaît en France, se fait de plus en plus. Donc peut-être si vous travaillez avec des entreprises turques, vous aurez peut-être, vous entendrez peut-être parler de ça, dire est-ce que je peux vous payer avec un chèque à 120 jours, 3 mois, 4 mois. C'est des pratiques qui se font, mais nous on vous conseille toujours de vous sécuriser au maximum. Ensuite, sur certains secteurs, bon là c'est pas notre cas puisqu'on parle de technologie, etc. Mais par exemple sur la santé, l'agroalimentaire, c'est très très réglementé, donc on vous conseille toujours de bien faire une analyse réglementaire et douanière avant d'arriver en Turquie. Et enfin, le plus gros risque aujourd'hui, enfin risque non, mais pour vous, entreprises bretonnes qui veulent exporter en Turquie, il faut savoir qu'il y a une dévaluation monétaire très importante depuis 2016. Et aujourd'hui, donc, pour vos clients en Turquie, il faut que vous sachiez dès le départ que votre prix départ va être multiplié par 4, 5, enfin, le double à la vente en Turquie. Donc ça, c'est important à savoir. Les différentes possibilités d'entrée, bon, vous les connaissez, hein, c'est soit vous pouvez exporter directement, vous pouvez exporter via un partenaire distributeur en Turquie. L'idéal, c'est toujours d'avoir un partenaire local, parce que comme je vous le disais, la relation est très importante, donc être à proximité de ses clients, c'est très très important. Nous, aujourd'hui, on propose par exemple pour le direct une solution de portage salarial qui fonctionne très bien. C'est pour des entreprises qui n'ont pas besoin de créer une filiale ou d'investir. Ça permet en fait d'avoir un salarié dédié, un commercial dédié qui connaît le secteur, qui est anglophone, etc. et qui va en fait faire toute la prospection, qui va, sans besoin d'investir en structure, développer votre marché. Vous pouvez toujours, bien sûr, sous-traiter en Turquie, ça reste un marché très compétitif en matière de main-d'œuvre et de qualité. Donc vous pouvez faire de la sous-traitance industrielle, mais de plus en plus, c'est du transfert de technologie qui est demandé en Turquie. Comme je vous parlais de la vision 2023, un des objectifs majeurs, c'est l'autonomie, c'est la production de technologie. En fait, la Turquie veut devenir un pays de plus en plus exportateur, et pour ça, donc, elle a besoin elle a soif de connaissances, et toutes les entreprises qui sont prêtes à produire, à fabriquer, à faire du transfert de technologie en Turquie sont très très bienvenues. Vous pouvez faire du sourcing aussi, bien sûr, toujours selon votre secteur. Et bien sûr, vous pouvez vous implanter. Alors l'avantage
de l'implantation, c'est que vous avez donc accès à une demande intérieure très forte, mais aussi, comme je vous le disais, à des pays maintenant voisins, donc à un marché très important, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique. La Turquie exporte de plus en plus en Afrique, tous les pays russophones, tous les voisins, donc des anciennes républiques Turquie. Vous pouvez vous implanter soit avec une filiale commerciale. Le bureau de représentation convient plutôt sur des projets assez ponctuels, parce que vous ne pouvez pas facturer en fait. La fusion-acquisition, ça, on le voit de plus en plus, on a des demandes, notamment sur 2-3 dernières années, sur des secteurs qui sont plus matures, où vous avez une volonté d'arriver directement pour être leader du marché. Qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez la plus grande entreprise, ou la deuxième, troisième plus grande de Turquie, et vous avez directement accès à une position de leader. Ou bien, si vous souhaitez avoir une maîtrise totale de votre production, vous pouvez faire de l'implantation greenfield. Ça nous arrive beaucoup, notamment des entreprises qui ont déjà depuis 10-15 ans des clients en Turquie, qui ont des soucis par exemple de livraison logistique et qui veulent donc produire en Turquie pour être à la fois plus proche de leurs clients et avoir une maîtrise totale de la qualité. Voilà un petit peu, et puis pour faire un petit peu de pub sur Adventis Consulting, qu'est-ce que nous faisons en fait? Donc depuis 2003, nous accompagnons des entreprises françaises en majorité et bretonnes, puisque partenaire BCI depuis très très longtemps. Donc on peut vous accompagner sur de l'accompagnement export, donc tout ce qui est recherche de distributeurs, ou bien de la prospection directe auprès de clients de grands comptes, mais aussi toute la partie en amont bien sûr d'intelligence économique, si vous avez besoin d'analyser le marché avant de vous préparer, de définir votre stratégie d'entrée. Toute la partie fusion-acquisition, nous travaillons avec des intervenants externes sur la partie audit, due diligence. Donc on pilote toutes ces opérations. La sous-traitance industrielle, bien sûr, que ce soit de trouver des fournisseurs à qualifier leur process de qualité, et puis donc l'implantation ou le portage salarial, qui est une bonne solution si vous voulez éviter en fait d'avoir des investissements en OPEX, mais développer votre marché de manière rapide et sûre en Turquie. Voilà un petit peu. Je pense être allé assez vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on va après parler de projets plus concrets avec certains d'entre vous. Donc voilà. Merci. Merci Claire pour cette présentation. Merci pour être resté dans le timing. Il nous reste justement quelques instants pour quelques questions. Donc la présentation était assez claire et complète, mais vous avez par rapport à vos projets des questions peut-être? Je voudrais revenir sur un point particulier que vous avez évoqué, c'était les problèmes de taux de change, qui sont évidemment au cœur de toutes les négociations et toutes les implantations. Vous avez mentionné le fait que la gestion des risques de change avec les problèmes de dévaluation qui ont eu lieu ces dernières années était gérée par, faisait apparaître des multiplications des prix. Est-ce que vous pouvez en développer un petit peu? Est-ce que c'est une façon de se couvrir, ou quelle est la méthode en fait? S'il y a une méthode, on va dire. La méthode, alors la méthode aujourd'hui, ça dépend en fait sur quel type de projet vous êtes. Est-ce que vous traitez avec le public ou le privé, votre positionnement? Généralement, depuis toujours, même sans cette dévaluation, les produits français ou étrangers sont toujours positionnés en fait à un niveau supérieur en Turquie. C'est-à-dire que si aujourd'hui en France vous vendez à 30 €, il faut vous imaginer qu'en Turquie, dû à cette image de qualité française, vous allez déjà vendre à 40-50 €. Alors aujourd'hui, le souci, c'est que le calcul se fait directement en raison de la dévaluation monétaire, mais en fait le poids il est sur l'importateur. Parce que non seulement il va acheter donc beaucoup plus cher par rapport à son pouvoir d'achat, mais en plus il a des taxes qui sont appliquées dessus, la TVA, des taxes spécifiques notamment, par exemple dans le luxe, l'agroalimentaire, etc., ou de l'électronique. Il faut savoir pour vous en fait, dès le départ, que votre positionnement prix ne sera pas le même. Donc il faudra préparer votre stratégie en fonction. Après, pour vous préparer, si par exemple on a le cas, on travaille donc avec une filiale de la SNCF qui vend à un acteur public, donc par appel d'offres, les prix sont déjà fixés. Donc là, ça peut devenir un inconvénient pour l'entreprise qui va vendre donc en livres turcs. Et là, la sécurité, bien sûr, c'est de vous préparer en fait en faisant des swaps ou de l'achat à terme de devises pour pouvoir y remédier au mieux. Mais le risque est plus, en fait, pèse plus sur l'importateur turc
qui se retrouvent à acheter 2 fois, 3 fois plus cher un produit en Turquie. Donc que ce soit privé ou public, de toute façon, la monnaie turque reste la monnaie d'échange, on va dire. Il n'y a pas de... les Turcs peuvent acheter en euros et en dollars. Sur tout ce qui est... En fait, oui, dans le B2B, ça dépend de votre secteur, encore une fois. Vous pouvez vendre en euros ou en dollars. Pour tout ce qui est, par exemple, matières premières ou produits intermédiaires, les Turcs achètent en euros ou en dollars, beaucoup plus en dollars. Donc c'est pour ça que le risque est beaucoup plus sur eux. Mais c'est le prix, en fait, si le prix se répercute sur le client final, en fait, de votre partenaire. Et c'est là où vous allez avoir des arguments en face de vous, en fait, des objections qui vont dire oui, il faut négocier parce que moi je ne peux pas vendre à ce prix-là, etc. Donc c'est là où il faut bien se préparer en amont. D'accord. Je vous en prie. De toute manière, tous les exportateurs seront confrontés à la même situation. Donc je veux dire, la difficulté par rapport à ce dont nous venons de parler, le problème sera le même pour tous les fournisseurs potentiels hors Turquie, quoi, en fait. Tout à fait. Oui. En fait, avant, si on regarde, donc avant la tentative de coup d'État, on était à des taux de 2,5, 3. Vous aviez toujours les mêmes arguments en face de vous, qui vous disaient oui, mais la devise, voilà, le taux de devise, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un mystère un peu plus. On ne sait pas où va la devise. On a, voilà, ça baisse, ça augmente, mais on n'arrive pas à descendre en dessous de 4,4, 4,5, ce qui est énorme parce que déjà, les Turcs sont habitués. On a des taux de dévaluation en moyenne annuelle de 10, 11, 12%. Là, dans l'espace d'un an, 2 ans, on est déjà à 30%. Donc, c'est ce qui fait un petit peu peur. Mais tant que... Le risque, entre guillemets, l'objection qui peut être majeure, c'est si vous visez des produits grand public. Là, vous allez avoir en face de vous un distributeur qui va vous dire j'achète plus cher en parité, j'y mets ma marge, et si je dois vendre, finalement, on n'est plus compétitif. Mais si vous êtes sur du secteur si vous êtes plutôt en B2B et que vous êtes sur des produits techno à valeur ajoutée, l'objection en face, elle est beaucoup plus faible. Tout dépend, encore une fois, donc, de votre secteur, de vos produits, de la concurrence que vous avez en face de vous. Mais c'est important de savoir, en Turquie, beaucoup de produits sont importés. Les Turcs payent déjà depuis très très longtemps 2 fois, 3 fois plus cher certaines choses qu'on achèterait en Europe, tout ce qui est par exemple automobile, électronique. Les téléphones portables aujourd'hui en Turquie coûtent 2 fois plus cher qu'en Europe. Et quand on regarde par rapport à la parité de pouvoir d'achat, les Turcs en fait consomment 2 fois, 3 fois plus cher qu'un Européen le même produit. Et c'est pas pour autant que la consommation baisse. Le PIB, c'est 60% du PIB est obtenu par la consommation. Donc tout ce qui est produit haute valeur ajoutée, les Turcs savent que ce sont des produits en fait importés, que c'est du savoir-faire étranger, et donc ils sont prêts à payer le prix. Et en termes quand on parle d'intelligence, de technologie intelligente, aujourd'hui, le développement en Turquie reste limité. Donc il y a un besoin de tous ces savoir-faire. Et comme je vous le disais, ils sont prêts en fait à prendre simplement ce qui est déjà prêt, plutôt que de mettre 10 ans à faire de la R&D eux-mêmes, ce qui a déjà ce qui a été fait par les pays européens qui sont arrivés à un stade plus avancé. La Turquie aujourd'hui, elle veut rattraper ce train très vite, donc elle n'a pas le temps de passer en plus du temps à investir en R&D, elle va plutôt investir directement, acheter votre matériel et le mettre en place. Une autre question sur un domaine complètement différent. Vous avez précisé que ça manquait de coordination dans le pays, c'est-à-dire que les mégacities et tout ce qui se faisait, et que ça se gérait quand même beaucoup au niveau des municipalités, parce que les investissements ont été faits à hauteur de 60% de mémoire ou moins par les municipalités. Est-ce que c'est le cas aussi dans les spécificités, on va dire, du pays, le problème sismique? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que là, par contre, il y a vraiment plus une prise au niveau du pouvoir global du pays sur le sismique, sur le nucléaire, qui sont quand même des sujets un petit peu plus particuliers pour tous les pays, enfin le sismique, la Turquie. Est-ce que là, il y a des organismes d'État qui gèrent vraiment la totalité du pays?
Alors pour tout ce qui est aujourd'hui la partie sismique, vous avez donc au-delà, je dirais, tout ce qui est centre de recherche, suivi, etc. Par exemple pour le bâtiment, là c'est du domaine complètement privé. C'est-à-dire que l'État a mis en place une réglementation, en fait a renouvelé la réglementation pour dire que toutes les nouvelles constructions devaient répondre à des normes. En fait les nouvelles constructions doivent avoir un espèce de carnet, une carte validée pour dire qu'ils sont en termes de consommation d'énergie, ils sont dans l'intervalle fixés, qu'en termes de risque sismique, ils sont aussi, donc ils respectent. Ça se fait directement en fait au moment où le constructeur avec son projet, etc., le fait valider. Ça reste totalement du privé. Là, c'est simplement l'État qui a fixé la réglementation. Donc les municipalités ne se mêlent pas du risque sismique en construction, je dirais. Nucléaire, on a aujourd'hui 3 grands projets qui ont été lancés donc, par l'État, mais c'est pareil, ça va être des consortiums privés en fait. Le premier, je crois que c'est celui qui a été validé, c'était franco-japonais. Le deuxième, c'était des Russes. Le troisième, je ne sais pas encore, mais si vous voulez, il y a le manque de coordination au niveau de la ville intelligente, c'est dans la mise en place de toutes ces applications. Il n'y a pas encore, si vous voulez, une action commune à l'échelle nationale. Toutes les mairies, elles ont en fait, les mairies, comment gèrent leur budget en Turquie? Elles ont leurs propres fonds. Elles récupèrent une partie des impôts sur des projets qui leur sont en fait fixés par l'État. L'État dit par exemple cette année tu dois construire autant de, enfin l'objectif est de faire autant de routes, d'améliorer, etc. Si tu suis le projet que tu mets en place, que tu gères le projet, tu peux récupérer 30% des amendes ou bien voilà des paiements qui sont faits. Et donc les mairies sont de plus en plus impliquées. On essaye de les impliquer de plus en plus là-dedans pour arriver en fait à accélérer ce mouvement de modernisation des villes. Mais comme je vous le disais, il y a une course un petit peu, et il y a un manque de coordination dans le sens entre le privé et le public, plus entre les mairies, qui mettent chacune en place un système qui peut être complètement différent. Il y en a un qui va utiliser la caméra X, l'autre qui va utiliser la caméra B. Et en fait, c'est à la fin de tous ces essais pilotes où on va arriver à avoir quelque chose d'harmonisé. Dès que ça marche chez l'une, l'autre va copier le même système. Mais aujourd'hui, le risque, voilà, c'est que si ce n'est pas, entre guillemets, planifié à une échelle un peu plus grande, si chaque mairie met en place un truc, demain, on risque de se retrouver avec plein d'applications et finalement qui ne sont pas connectées entre elles, qui ne sont pas sur du long terme. Donc une poubelle technologique, comme ils appellent ça, de plus en plus le terme revient, où les acteurs privés surtout essayent de mettre en garde en disant voilà, il faut vraiment s'asseoir, que ce soit les universités, aussi les citoyens en fait. Donc par exemple, Istanbul a mis en place une plateforme maintenant en ligne pour demander l'avis des habitants, pour dire est-ce que vous avez testé tel truc, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les problèmes majeurs, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça commence à se mettre en place. C'est très récent en fait, on parle vraiment qu'à partir de 2015 ce concept de ville intelligente en Turquie. Donc il y a encore beaucoup à faire. Dernière question, je suis désolé. On nous demande de plus en plus d'être prudent sur l'éthique. Alors je ne vais pas parler d'éthique, vous avez dit on fait attention de ne pas parler de politique, de ne pas parler de religion, mais je vais parler d'éthique financière. On appartient à un groupe américain en plus, donc tout ce qui est corruption, c'est un gros point. Et dès que l'on aborde un marché, un nouveau partenaire ou autre, la première question qui ressort, c'est la corruption. Quel est alors après, sans entrer dans les détails, peut-être pas dans votre ou peut-être une perception ou ce que vous en savez, aujourd'hui, où se situe officiellement la Turquie en termes d'éthique commerciale, politique et de corruption? Éthique commerciale, alors bien sûr que de la corruption, vous pouvez en avoir. Avant, le gros problème, le souci majeur de la Turquie, c'était la corruption dans les administrations. Vous avez toujours les pots de vin, etc. etc. Aujourd'hui, justement, cette technologie, cette automatisation, informatisation de beaucoup de choses a permis en fait de réduire ce risque. Avant, pour vous donner un exemple concret, la douane, tout se faisait par pot de vin. Et aujourd'hui, vous avez un système qui est complètement calé, complètement informatisé. Il n'y a plus aucune chance en fait d'intervention humaine entre guillemets pour voilà, vous faire passer votre marchandise avant ou vous régler, etc., etc. Donc de plus en plus, c'est cette réglementation et l'informatisation au niveau administratif qui a permis de réduire cette corruption. Maintenant,
on ne va pas parler de corruption, on va plutôt parler de relationnel. Connaître quelqu'un d'influent, ou si vous avez un distributeur qui est proche du gouvernement, ça peut vous faciliter vos affaires. Si vous avez un distributeur qui est anti-gouvernement et beaucoup plus, je dirais, réactif et qui l'affiche, ça peut être effectivement plus compliqué. Parce que vous ne savez pas aujourd'hui qui va être de quel bord, etc. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours d'éviter de parler de politique. Les Turcs sont très ouverts, ils vont communiquer, ils vont parler politique, etc. Mais si vous avez on ne sait jamais sur qui on peut tomber, si vous avez des personnes qui sont très, je dirais, extrêmes dans leur pensée, ça peut effectivement vous casser vos affaires. Donc, pour vous dire, je ne sais pas si on peut fixer un taux de corruption, etc. Mais normalement, c'est pour ça qu'on vous conseille toujours de bien analyser votre partenaire avant d'arriver sur le marché, que ce soit au niveau de ses accès sur le marché, de sa solvabilité financière, de bien vérifier tous ces points pour être sûr que vous êtes avec une entreprise qui a une bonne image et qui est éthique sur le marché. Ces informations sont facilement accessibles, les bilans financiers, Alors, les pas actionnaires. Comme en France, malheureusement. On ne peut pas aujourd'hui acheter un bilan en ligne ou bien demander par exemple au CCI, etc. Généralement, nous, on le fait par des relations bancaires et on demande directement à l'entreprise de nous communiquer ses bilans et ses comptes de résultats. Et on prend toujours dans notre calcul, on essaye toujours de mettre une petite marge, entre guillemets, de vérité. Sachant que voilà, beaucoup de bilans en Turquie, si vous avez des entreprises familiales, vous avez un bilan qui est un petit peu, pas que sur le bilan de la société en fait, donc voilà, on vous conseille toujours là-dessus, mais il faut être transparent et demander directement aux sociétés quand vous avez une relation un petit peu plus avancée. On ne peut pas demander le bilan tout de suite, mais une fois que vous avez parlé un petit peu projet, que vous avez recueilli déjà les informations importantes, que sur sa force commerciale, son portefeuille client, etc., et que vous lui avez donné confiance, c'est assez facile à obtenir.